Alors, il y a quelques années, lors d'une rencontre scolaire, parce que je fais beaucoup de rencontres scolaires autour de mes livres, un adolescent m'a dit, en fait, dans tous vos livres, il y a quelqu'un qui est tout seul et qui s'en sort tout seul. Et je l'ai regardé bouche bée, parce que c'était vrai, et que je ne m'en étais jamais aperçue. Et je me suis demandé, pas très longtemps, qui était ce quelqu'un de tout seul, qui s'en sortait tout seul. Et la réponse était évidente pour moi, c'était mon père enfant, et mon père enfant tel que moi, enfant, je me le représentais. Quand j'étais petite, et donc, qui était vraiment, pendant la guerre, un enfant tout seul, qui s'en est sorti, d'une certaine manière, tout seul. Et tous mes livres, en fait, je me suis rendu compte dans tous mes livres qui parlent de la Shoah ou pas, je vais lire parce que ça sera plus simple. C'est toujours ce père-là dont... Attendez, je reprends ma phrase. Ce père, donc, enfant tel que je le percevais quand j'étais petite et qui nous racontait un peu et nous taisait beaucoup de son histoire d'enfant juif caché pendant la guerre, sauvé par miracle et quasi seul rescapé de sa famille. Cette histoire, j'ai essayé de la raconter à ma manière. Et l'histoire de ce livre a une genèse très curieuse. En fait, un jour, j'étais dans un salon du livre, j'ai dédicacé, et une éditrice vient me voir et me dit « Je voudrais que vous m'écriviez un texte pour tout petit sur ça ». Et elle me montre les deux... À l'époque, j'avais publié 2 livres qui parlaient de la Shoah. Et je la regarde, je lui dis « Sur ça, pour tout petit ?» Même pas en rêve. Et elle me dit « Mais réfléchissez, réfléchissez ». Elle me laisse sa carte, elle s'éloigne. Et moi, je me dis « Mais elle est folle, celle-là. Jamais j'écrirais un texte pour tout petit sur ça, sur la Shoah. À moins que ça soit un petit qui parle. Et qui va parler forcément papa. Et en fait, le texte, ou une grande partie du texte, excusez-moi, de cet album, Le Petit Garçon Étoile, m'est venu dans la journée, quasiment imposé par la question de la demande de cette éditrice. Et le texte m'est venu comme une évidence, comme une fièvre, comme un miracle, comme s'il m'attendait derrière la porte. Je l'ai ensuite travaillé, poli comme un diamant, essayant de n'utiliser que des mots beaux et délicats pour raconter cette histoire terrible, celle de mon père caché, de ses cousins assassinés, de ses enfants disparus et de ce peuple massacré. Alors moi j'aime bien parler, mais j'aime surtout que mes livres parlent, donc je vais vous le lire en essayant de faire passer les images. C'était un petit garçon qui ne savait pas qu'il était une étoile, mais on le lui a dit. Au début, il était content, il était fier. Il croyait que c'était bien d'être une étoile. Mais cette étoile avait trop de bras. Alors le petit garçon étoile commença à avoir honte. Et plus il avait honte, plus l'étoile grandissait. Au bout d'un moment, on ne voyait plus du tout le petit garçon. On ne voyait plus que l'étoile en lui. Autour de lui, les autres étoiles couraient en tous sens et s'affolaient, à cause des chasseurs d'étoiles qui se rapprochaient. Un jour, les chasseurs attrapèrent les étoiles et les emmenèrent dans des trains noirs. Et le petit garçon vit les grandes étoiles papa, les 12 étoiles maman et tous les petits étoilons partir vers la nuit et s'éteindre. Le petit garçon étoile replia ses bras et essaya d'étouffer toute la lumière qu'il avait en lui. Il faisait comme s'il n'était plus une étoile, et ça faisait comme s'il n'était plus un petit garçon. Il resta caché longtemps. Il faisait sombre, autour et au-dedans. Enfin, la nuit se termina et le petit garçon put sortir. Dehors, il faisait beau. Mais il était tout seul. Les étoiles filantes n'étaient pas revenues. Heureusement, des gens nouveaux l'entourèrent, un peu soleil, un peu étoile. Ils lui réapprirent à vivre au grand jour. Maintenant, il sait qu'il est une étoile. Et il brille. L'idée de départ, celle qui m'était venue un peu comme une illumination, c'était que quand j'étais petite, j'étais
peu jalouse de mon père, parce que moi aussi, j'aurais bien voulu porter une étoile et que tout le monde me regarde. Et je me le représentais, en fait, je me représentais mon père enfant, de mon âge, alors qu'il avait 14 ans, allant à l'école, alors qu'il était déjà au lycée, et se sentant différent des autres et un peu mis à part, comme qui était ce que moi je ressentais quand j'étais à l'école. Et c'est là-dessus que je veux insister. Certes, j'ai raconté l'histoire de mon père, celle qu'il m'a transmise, mais en la filtrant en quelque sorte, en me l'appropriant. Est-elle de ce fait moins vraie? Est-elle moins authentique? A-t-elle moins de valeur? Je ne sais pas. C'est dû à ma personnalité, bien sûr, au fait que j'adorais et adore toujours mon père, que je n'ai pas connu la Shoah, mais j'en ai hérité. Mais c'est aussi un peu sa faute à lui. Pour nous protéger, je crois, ou peut-être se protéger lui, il ne nous racontait que les épisodes où il s'était montré malin, ses aventures héroïques et même parfois drôles. Allemand sonnant à la porte par erreur et lui courant terrorisé se cacher derrière les doubles rideaux de l'endroit où il était caché. Mon père était caché, pas caché, hein, il était caché à Paris et du jour au lendemain il était devenu pas juif et soi-disant neveu breton d'un royaliste d'extrême droite qui l'a caché pendant 2 ans. Donc cet épisode-là qu'il racontait beaucoup, le fait qu'il était retourné au lycée du jour au lendemain sans l'étoile, il avait trafiqué sa carte de lycée pour changer son nom, il respectait pas le couvre-feu, il montait pas dans le dernier wagon du métro, parce que bon, il était plus fort que tout, et moi je l'écoutais bouche bée, je me disais mais quel héros ce papa. L'horreur, il ne nous la racontait pas, les disparus, il ne les évoquait pas, son chagrin, son désespoir, il les gardait pour lui, croyait-il. Mais moi, j'entendais ce que criait ce silence, je sentais sa détresse et la faisais mienne. J'ai lu quelque part que Léonard Cohen, quand il était adolescent, il apprenait beaucoup de chansons de partisans et de résistants, en particulier la chanson Le Partisan, et qu'il croyait à cette époque que les nazis avaient été vaincus par la musique. Et moi, je croyais que les nazis avaient été vaincus par mon papa. Voilà. Et que ça ne lui était arrivé qu'à lui, et un enfant tout seul, qui s'en était sorti tout seul. Pour en revenir à cet album, quand l'éditrice a reçu mon texte, elle a reconnu que ce n'était pas un texte pour tout petit, mais plutôt pour enfants, et elle a choisi Olivier Latic, l'illustrateur, pour l'illustrer. Et au début, je n'étais pas convaincue, bien à tort, puisque en fait, il a tout su, entendre, comprendre, sentir, et il a interprété à sa manière, magnifiquement, sobrement et parfaitement. Moi, dans cet album, j'avais voulu tout dire sans rien dire, et je trouve qu'il a tout montré sans rien montrer. Un exemple, un jour, il m'appelle, il avait insisté auprès de l'éditrice pour avoir le droit de me parler, les éditeurs n'aiment pas ça en général, et il me dit, je n'arrive pas à trouver quoi dessiner pour cette phrase-là que tu dis, mais il était tout seul, les étoiles filantes n'étaient pas revenues. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors je lui dis, mon père, il n'avait pas de famille, il était comme une île déserte. Alors, ça ne l'a pas du tout inspiré, il me dit, mais je ne sais pas dessiner une île déserte, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois rien. Et il me dit, mais alors qu'est-ce que tu veux que je dessine? Et un peu comme une boutade, mais pas vraiment, je lui dis, dessine. Rien. Et il l'a fait. Donc, alors, comment je vais remonter? Voilà. Et en fait, c'est l'image, l'illustration que les enfants que je rencontre trouvent la plus triste. Et on a souvent de longues discussions. Après, en fait, il a enlevé la couleur du ciel. J'ai mis très longtemps avant de m'en rendre compte. Et je me suis dit, c'est ça le talent. Voilà, ce qu'un illustrateur peut faire, c'est... J'enlève la couleur du ciel et le rien est là. Un jour, dans une école de sens où je faisais une rencontre avec des élèves de 10 ans autour de cet album, une petite fille m'a demandé d'expliquer ce qu'un enfant caché devait cacher. Donc on parle du nom, des traditions familiales, de la nourriture, de la religion bien entendu. Et je dis, il y a autre chose à cacher. Que les petits garçons doivent cacher. Et je m'adresse au maître et je dis, vous leur en avez parlé? Et il me dit, non, allez-y, avec un sourire cruel. Donc je l'ai regardé avec haine, et n'ayant pas le courage d'Elisabeth dans Sauve-toi je me lance dans une explication totalement ridicule et incompréhensible.
quelque chose du genre, c'est quelque chose que les petits garçons juifs n'ont pas et que les autres petits garçons ont. Bon. Et il y a un gamin qui lève la main qui me dit « de la chance ». C'est tellement beau. Voilà, comme on disait tout à l'heure, les enfants de CM2 parfois, c'est les meilleurs pour... Et je lui dis oui, ça, tu as raison, ça aussi. Mais bon, finalement, je me décide à expliquer un petit peu plus clairement ce qu'est la circoncision. Et à ce moment-là, une petite fille dit « Ah oui, je sais ce que c'est, on l'a fait à mon chat la semaine dernière. » Donc je me suis dit que ça n'avait pas été si clair que ça. Voilà, Le petit garçon étoile est traduit dans plusieurs langues. Traduit, c'est exactement ce que j'ai fait avec l'histoire de mon père. Je l'ai traduite dans ma langue à moi. Et c'est également ce que font les lecteurs. En lisant, ils traduisent dans leur propre langue. Ils passent l'histoire qu'on leur raconte au tamis de leur sensibilité et ils l'adaptent. Ils choisissent, consciemment ou pas, ce qui leur parle à eux, intimement, profondément, ce qui fait écho, qu'ils vont intégrer, conserver, transformer par eux pour en faire leur histoire. Ce n'est plus tout à fait la même, ce n'est plus tout à fait la mienne, mais c'est pas grave. Une certaine transmission se fait. Avec Le petit garçon étoile, j'ai essayé de transmettre ce que mon père m'avait raconté. Mais j'avais déjà commencé avant, dès mon premier livre, à écrire encore et encore sur ce qu'il m'avait tu. Un silence tellement lourd et criant que j'en ai été obsédée toute mon enfance, toute ma vie, cherchant inlassablement à savoir. Je ne sais pas s'il se sentait coupable d'avoir survécu par miracle, enfin si, je sais d'ailleurs, quand quasiment tout le reste de sa famille avait été exterminé, y compris ses cousins de son âge. En tout cas, moi, je me suis toujours sentie coupable d'être née en retard, de m'être trompée d'époque, de les avoir abandonnés en ne partageant pas leur destin, comme si c'était mal de vivre assez heureuse dans un pays assez tranquille à une période assez calme. Je voulais réparer, repartir en arrière et raconter leurs histoires comme si c'était la mienne. Et je l'ai fait donc dès mon premier livre, Le chemin de fumée, qui en effet n'était pas au départ dans mon esprit un livre jeunesse, mais qui se trouve très bien en jeunesse, où je raconte le retour des camps de Shaineh, une adolescente rescapée qui va essayer de revenir à la vie grâce au souvenir de son grand-père, Zeid. Je n'ai pas connu mon grand-père, mais c'est ainsi que je me l'imagine. Humour, musique, bonté, mon père tout craché. D'ailleurs, à la suite d'un quiproquo, c'est ainsi Zeid, c'est-à-dire grand-père en yiddish, que s'appellera la petite fille qu'elle va mettre au monde. Ce roman, je l'ai écrit à la première personne, comme si Shaineh, c'était moi, comme si je racontais ma vie. D'ailleurs, quand il est sorti, beaucoup de gens croyaient que c'était un texte autobiographique. Ils étaient très étonnés quand ils me voyaient. J'étais jeune à l'époque, maintenant ils ne seraient plus étonnés. J'étais bien obligée de reconnaître que non, ce n'était pas ma vie, et pourtant, ça l'était un peu. Ma vie dans ma tête, ma vie avec eux, ma vie sans eux, ou sans eux, comme l'a écrit Pérec. Certaines personnes m'ont reproché d'avoir écrit un texte de fiction sur la Shoah, affirmant que seuls les témoignages étaient recevables et m'accusant d'être illégitime, ce qui m'a fait très mal. Je ne suis toujours pas d'accord avec cette critique. J'ai essayé d'aborder la Shoah non seulement de l'intérieur, en héritière, mais aussi avec le plus de délicatesse et d'empathie possible. De plus, je me suis rendu compte qu'il est souvent difficile pour les lecteurs, en particulier jeunes, de lire des témoignages ou des mémoires de rescapés. Ils sont souvent à l'état brut, horrible. On éprouve des réticences à entrer dedans, à s'identifier à celui qui raconte et à ceux dont il parle. Il est beaucoup plus facile de ressentir, de comprendre et de partager par le biais d'un roman. Un jour, près de Bordeaux, une fille de 3e, donc 14 ou 15 ans, est venue me trouver, au moment où je rencontrais sa classe sur ce livre-là, au moment où la récréation interrompait ma rencontre avec sa classe. Je me souviens qu'elle avait un visage rond aux bonnes joues rouges de la campagne. Elle m'a dit « Il faut que je vous raconte quelque chose ». Je lui ai dit bah, « Écoute, attends qu'on reprenne après la récréation et puis tes camarades pourront t'entendre ». Elle dit « Non, non, je ne veux pas qu'ils entendent ». Et elle se met tout d'un coup à se livrer. Elle me dit « Mes parents ne se sont jamais occupés de moi et c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Elle vient de mourir et à ce moment-là, elle s'est interrompue, ses yeux se sont remplis de larmes et sa voix s'est mise à trembler. Et elle s'est écriée « Elle, c'est Zeid et moi, je suis Shaineh ». Et j'ai été absolument bouleversée parce que c'était vrai. Cette fille de la campagne qui ne savait pas ce que c'était que le yiddish, n'avait jamais rencontré de juifs et ne connaissait pas grand-chose sur la Shoah, m'a dit sa professeure, s'était identifiée à mes personnages et avait retrouvé son histoire dans celle que je racontais. Je vais vous lire un... Je ne crois pas que j'ai le temps de lire tous les extraits que je voulais, mais je vais lire quand même. Quand même. Je ne m'arrête pas là. Non. Bon. Je voulais lire tout le passage
Oh, quand même. Oh, t'es cruel. Non, mais j'ai dit vas-y. Oui, t'as dit vas-y, mais pas vraiment. Quand on est arrivé au camp, ça allait encore. Moi aussi, je suis désolée, hein, je coupe vraiment au milieu. Malgré la faim déchirante, l'étouffement du train, le trop chaud, le trop froid et la peur octante, ça allait encore, malgré la descente paniquée, les corps élastiques piétinés, les fils d'ombre attendant quoi? L'enfer? Ça allait encore quand on avançait lentement, si lentement. Ça allait parce que tout le temps, Zeide tenait ma main, Zeide chantait doucement, Zeide consolait, même s'il ne riait plus. La longue file devenait de moins en moins longue, mais ça allait, qu'importe où nous allions, puisque nous y allions ensemble. Et puis tout d'un coup, très vite, trop vite, il a retiré sa main, a chuchoté gentiment « Adieu, ma chaîne, sois forte, vis pour nous tous. Mais ne me suis pas, surtout ne viens pas avec moi. » Et il m'a repoussé. Les hommes durs et incolores étaient devant nous. Il l'a envoyé à droite. Et moi qui voulais courir à sa suite, moi dont la main saignait d'être arrachée à la sienne, moi qui n'étais personne sans Zeide pour m'appeler par mon nom, il m'a envoyé à gauche. Et juste la fin. Mais malgré la petite délicieuse, la revenue de papa, les amis florissants, malgré les amours promises, les dames maternelles, les livres et la musique, malgré tous, toi, Zeide, toujours tu me manqueras. Et c'est tant mieux, car tu continues à vivre dans mon manque de toi. Tu es en creux, en souvenir, en absence. Tant que tu me manqueras, tu seras. Tu sais, Zeide, quand j'étais petite, c'est toi que j'aimais le mieux. J'avais décidé que mon deuxième roman, La danse interdite, ne parlerait pas de la Shoah. Pour cela, très malin. Mais vraiment, j'avais décidé. Donc, je m'étais dit, je vais raconter mon Roméo et Juliette à moi, l'histoire d'une fille juive qui tombe amoureuse d'un garçon polonais pas juif et qui sont, voilà, un amour impossible, donc forcément délicieux. Et finalement, mon héroïne était envoyée aux États-Unis pour l'éloigner de ce jeune homme. Et j'avais situé l'histoire au début du XXe siècle pour être bien protégée de la guerre. Voilà. Et tout allait bien, enfin tout allait mal pour mes personnages, donc très bien pour le roman, quand s'est produit un phénomène très étrange. Perla, mon héroïne, a pris le pouvoir et m'a annoncé, assez brutalement, je dois dire, qu'elle allait rentrer en Pologne à l'été 1939. Et là, on s'est regardés l'une et l'autre, et je ne savais plus quoi faire, parce que c'était première nouvelle, quoi. Donc, je me suis demandé quoi faire. Est-ce que je la retenais de force à New York? Est-ce que je changeais les dates derrière son dos? Est-ce que je la laissais rentrer en Pologne, vieille et rhumatisante, au lieu d'être toute la gloire de sa jeunesse? Et finalement, bien sûr, j'ai cédé, réalisant que c'était un livre sur la Shoah, et que la seule personne qui n'était pas au courant, c'était moi, un peu comme ce que tu racontais ce matin. Pendant de nombreuses années, j'ai fait beaucoup de rencontres autour de ce roman qui touchait beaucoup les adolescents, qui étaient pris par l'intrigue, ils s'identifiaient aux personnages et vivaient du coup, en quelque sorte, les persécutions, la vie dans les ghettos, les déportations. Les filles, surtout, étaient très sensibles à l'histoire d'amour qui parcourt le récit, un amour interdit d'autant plus délicieux, qui parlait tout particulièrement aux filles d'origine maghrébine. Un jour où on discutait de ça, l'une d'entre elles m'a demandé « Et vous, madame, est-ce que vous pensez qu'on a le droit ?» Et je lui ai répondu « Oui, on est libre d'aimer qui on veut, où on veut. » Et toi, qu'en penses-tu? Et elle a haussé la tête et on s'était comprises. On était d'accord, on était pareil. C'était un très, très beau moment. Souvent, à la fin des rencontres, il y avait vraiment, presque à chaque fois, un groupe de filles qui me coinçaient dans un coin et pratiquement le couteau sous la gorge, voulaient obtenir de moi la suite, voulaient savoir est-ce que Vladek et Perla se retrouvent à la fin, après la fin du roman. Bien entendu, je voulais une happy end que je me suis toujours refusé à leur donner. Petit bout. Je regarde la chef. Obligée. Je ne sais pas si je peux lire 2 pages. Je peux lire 2 pages? Oui. Bon.
Enfin seul et tant à dire, tant à faire, tant à sentir. Vladek me raconte qu'il essayait depuis longtemps de me faire sortir du ghetto, mais qu'il n'arrivait pas à trouver des gens pour l'aider. Et puis c'est devenu urgent, et il a enfin convaincu d'autres partisans d'essayer. Mais pourquoi urgent? Pourquoi plus urgent qu'avant? Il se trouble et j'insiste. Nous avons toujours été aussi malheureux dans le ghetto, toujours eu aussi faim, froid et peine, toujours désespérés. Alors pourquoi maintenant? Il baisse la tête et murmure. Parce que le ghetto va être liquidé, Perla, plus de ghetto. Tous seront emmenés à Majdanek et à Belzec pour y être gazés, brûlés, tués, anéantis. Oh les miens, oh mes miens, mes pauvres enfants, mes pauvres vieux, mes pauvres gens. Les larmes me viennent et la rage aussi. Mais Vladek me prend les mains et les serre trop fort. Il dit qu'il ne faut pas pleurer ni crier, car il ne nous reste que le temps des mots doux. Il a trouvé un moyen de me faire sortir de Pologne avec Adam. Mais il faut que nous partions maintenant, tout de suite. Alors, pas le temps de nous retrouver, pas le temps de nous revoir, nous retoucher, nous re-aimer. Il faut se dire au revoir sans avoir eu le temps d'un bon jour. Il faut se séparer sans s'être encore serré. Je le regarde, désespéré. J'ai si soif de ses yeux, si faim de ses mains, si envie de son lui. Et soudain tout s'arrête. Plus de guerre, plus de faim, plus de peur. Au-dessus de nous est revenu le soleil. Autour de nous, notre champ de seigle et en nous l'amour fou. Cela sent l'herbe chaude et notre jeunesse. Ses yeux me saisissent et ses mains me serrent. Et là, sans bouger, sans presque nous toucher, nous la reprenons, la danse interdite. Nous sommes de nouveau jeunes, beaux et forts. Nous sommes de nouveau en amour absolu. Nous nous aimons du bout des doigts, du feu des yeux, du fond de l'âme. Et cet amour que nous ne faisons pas, c'est le plus beau que l'on n'aura jamais. Si je vous parle de cette identification à des personnages juifs, cette appropriation d'une histoire juive, cette compassion pour le peuple juif, ce n'est ni anecdotique ni anodin. Bien souvent, dans ma pratique de professeur dans le 93, en banlieue parisienne, et à Bobigny justement, et au cours de mes rencontres dans toute la France, j'ai réalisé que certains jeunes avaient une vision fantasmatique et diabolique des Juifs. Comme me l'a dit un de mes élèves qui m'aimait beaucoup, le jour où il a appris que j'étais juive, il s'est écrié « Oh non, pas vous, madame !» 3 enfants, lors de rencontres à Bruxelles, j'étais invitée par la ville de Bruxelles il y a assez longtemps, insistaient, des enfants de 10 ans, ils insistaient pour savoir d'où je venais. Et à chaque fois, ils m'ont posé la question 3 fois, chaque fois je répondais de France, je suis française. Et ça ne leur convenait pas, ils voulaient savoir, mais non, mais vous venez d'où en fait, vous venez d'où? Et donc finalement, je leur dis qu'apparemment ils veulent connaître mon origine et que je suis juive. Et là, ils ont hurlé en me repoussant de leurs mains. Bon, ils avaient été bien préparés apparemment à la rencontre, mais c'était épouvantable, surtout avec des visages, de beaux visages d'enfants. Bon. Ou un adolescent du nord de la France avec lequel je venais de discuter d'Israël et qui m'a lancé « Mais il n'y a que vous, comme juifs, qui pensez comme ça ». C'était un compliment, hein, je vous le dis, parce que je venais de parler de paix, d'envie de paix, de désir de paix. Et je lui demande « Tu en connais beaucoup des juifs ?» Et il m'a répondu, il a reconnu « Aucun ». Voilà. Ou bien lors d'une rencontre, justement, ça c'était plus violent, lors d'une rencontre justement sur la danse interdite, un adolescent m'a interpellé du fond de la salle. « Vous êtes juive ?» Et j'ai répondu « Oui ». Et il a rétorqué « Sortez les fusils ». Sous l'œil, mais médusé de sa prof. Et donc moi je lui dis « Toi tu viens d'où ?» Et il me dit « Je suis algérien ». Et j'ai dit « Sortez les mitraillettes ». Et il commence à protester. Je lui dis « C'est con, hein, aussi con que ce que tu viens de dire ». Bon, la rencontre s'est terminée et il est venu me voir à la fin et il m'a dit qu'il avait beaucoup aimé le livre et il s'est excusé. Donc, je ne sais pas si ça avait vraiment... Le livre lui avait changé grand-chose, mais bon, le fait qu'il vienne me voir m'avait un peu mis de baume sur le cœur. Dans un autre de mes livres, Yankov, je raconte l'histoire des enfants juifs rescapés de Buchenwald et accueillis dans une maison d'enfants en France après la guerre. Pour pouvoir raconter toutes les histoires vraies de ces enfants réels, j'ai inventé un personnage qui les représente, j'espère, fidèlement. Il me fallait lui donner un prénom. Et j'ai pris le prénom yiddish de mon père, Yankov, à qui j'ai demandé la permission. Il a accepté de passer son prénom, mais il m'a dit qu'il allait me le vendre. Enfin, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il m'a dit ça, mais il me l'a pas vendu. Parce qu'en fait, quand je dis ça, dans les rencontres, je me dis, mais les gens, ils vont penser que, oh mince, c'est un juif. Même à sa fille, il vend son nom. Donc, c'était de l'humour.
Et ce livre a été sélectionné pour le plus grand prix de littérature jeunesse en France, le prix des Incorruptibles. De ce fait, j'ai fait énormément de rencontres autour de Yankov et je continue d'ailleurs à être très souvent invitée pour ce titre. L'histoire de ces enfants, ces miettes d'enfants, comme je dis, qui ont tout perdu et essaient de revenir à la vie, de retrouver un peu d'enfance, touche tous les lecteurs, les filles comme les garçons, ce qui n'est pas toujours évident de toucher les garçons. Presque tous s'identifient immédiatement avec Yankov. Ils n'ont pas le même vécu, heureusement, mais ils retrouvent en lui leur sentiment de solitude, leur attachement à leur famille, leur chagrin aussi, leurs incertitudes. Un des moments qui marque le plus les jeunes et dont ils me font volontiers la lecture est celui sur la disparition de son père. Comme me l'a dit un garçon, le passage de la mort du père, on est obligé de pleurer. Et puis un père, ça tient, ça aide, ça protège. Il était mon ange gardien qui empêchait les démons de m'emporter. Il me donnait son pain même s'il mourait de faim, m'enveloppait de sa couverture quand lui il grelottait. Au premier camp, il prenait mon travail en plus du sien alors que déjà il tombait. Il faisait barrage entre la mort et moi. Il était lumière au sein de la nuit noire. Il chauffait mes mains et m'offrait une petite bulle de paix, dans laquelle je m'endormais, pelotonnée dans son ombre, tandis que son sommeil veillait le mien. Mais arrivé ici, il m'a lâché, caché avec les autres enfants dans le baraquement 66. C'était pour me sauver, mais il n'aurait pas dû, parce que les tueurs en ont profité pour me le tuer et tuer du même coup le moi qui était son fils. Peu à peu, je l'ai vu se faner, s'étioler, s'effacer. Quand il venait me voir, je le trouvais si maigre qu'il me faisait à la fois peur et peine. Un père, c'est fort normalement, c'est grand, c'est important. Mais lui, de jour en jour, il devenait plus faible et il disparaissait. Il avait des yeux qui brûlaient, des mains qui tremblaient, des mots qui déliraient. C'était mon tour de le nourrir, le réconforter, le protéger. J'étais devenue son père, mais j'étais son enfant. Apporter de l'eau, sécher les larmes, donner du courage. C'est le travail d'un papa. Un père qui protège pas, un père qu'on protège soi. Ça sert à quoi? Et puis un soir, au retour du travail, il est tombé. À coups de gueule, de pied, de crosse, à coups de revolver, des soldats se sont acharnés sur lui. Caché dans l'ombre, derrière le baraquement, j'ai tout vu de la fin de l'homme qui était mon père. Je l'ai vu se faire tuer, je l'ai vu les laisser le tuer. Il les a pas empêchés, il les a pas frappés. En moi, une voix criait « Papa, vas-y, balai, défends-toi, papa, tue-les » Mais c'est lui qu'on a tué, sous les yeux de son garçon. Et j'ai rien pu faire, juste le regarder se faire tuer sans pouvoir l'aider, sans pouvoir le sauver. Une fois les bêtes parties, je me suis approchée à pas peureux du petit tas de mon père qui mourait dans un coin. Il ne restait de lui que des vêtements vides, un corps raide et durci, des yeux qui se fermaient et ne me verraient plus, un feu qui s'éteignait et ne me réchaufferait plus. J'avais tout perdu de mon père, parce qu'un père sur lequel on crache et qu'on roue de coups, un père qui titube et tombe, un père qui se laisse tuer, qui ose mourir sans vous, un père qui part sans vous, un père qui abandonne, ce n'est pas un père. Tant qu'il était avec moi, j'avais une lumière qui me chauffait les doigts, j'avais un peu de cœur qui se battait en moi. Maintenant, c'est le grand froid, et il n'y a plus que moi pour moi, parce que j'ai plus de papa. Pour moi, et pour eux aussi, pour mes lecteurs, je pense que c'est un passage très triste sur la mort du père, mais qui évoque aussi et surtout ce que c'est qu'un père, à quel point c'est précieux. Lors d'une rencontre dans un lycée technologique, donc c'était des élèves de 16-17 ans, une fille est venue me trouver à la fin pour me dire qu'elle avait beaucoup aimé ce passage et beaucoup aimé ce que j'en avais dit lors de la rencontre. Et elle ajoutait, dans ma langue, il y a un mot, elle ne se rappelait plus quel mot c'était, mais un mot très beau pour parler du père. Et je lui demande quelle est sa langue, et elle me dit le turc. Et je lui dis alors, on est des sœurs. Et elle a eu un visage radieux et elle m'a dit oui, oui. Et elle s'est éloignée. Et ça, je me suis tournée vers sa prof qui m'a dit bah dis donc, elle en a fait du chemin celle-là. Alors je lui demande pourquoi. Et elle m'a raconté qu'au début de l'année scolaire, elle avait emmené toute la classe au mémorial de la Shoah pour les sensibiliser donc à ce qu'ils allaient étudier pendant l'année. Et que cette fille avait passé toute la visite à ricaner et à se moquer du nez des juifs qui étaient représentés sur les photos. Et quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, ben oui, en effet, elle en a fait du chemin. Et j'espère que Yankov l'a aidée. En tout cas, elle ne s'est pas moquée de mon nez. Donc, dans Morderai Anielewitch, non au désespoir, j'ai voulu raconter la lutte désespérée du chef de la révolte du ghetto de Varsovie. Et cette lutte
héroïque pour l'honneur et la dignité, parle aussi très fort aux jeunes. Lors d'une rencontre avec des enfants qui avaient absolument voulu savoir de quoi ce livre qu'ils ne connaissaient pas parlait, je leur avais expliqué un petit peu. C'était des enfants relativement petits, ben justement, ça devait être encore des 9-10 ans. C'est pas un livre pour eux, hein, mais bon, je leur avais raconté rapidement et je leur avais lu le tout début. Donc d'abord, qui commence par une citation de Mordechai Anielewitch. « Nous ne voulons pas sauver nos vies, personne n'en sortira vivant. Nous désirons seulement sauver notre dignité d'homme. » Il parle, Mordechai Anielewitch, Mordechai l'ange. Il parle et calmement il déclare la guerre. On est le 18 avril 1943 et c'est le soir déjà, le dernier peut-être. Dehors il fait si sombre, mais en nous une lumière, un petit feu ardent, allumé par lui, notre doux commandant. Il parle et tous l'écoutent parce qu'il est notre chef, celui qui voit, celui qui veut, celui qui peut, nous emmener loin d'ici, par le haut, par le beau, finir en fier, partir debout, frapper la mort, vivre jusqu'au bout. C'est maintenant le bout, et c'est demain la fin. Autour de Mordechai Anielewitch se tiennent ses commandants. À eux 5, ils ont à peine 110 ans, et leurs soldats sont des enfants de 13, 17 ou 20 ans. Mordechai a 24 ans, et c'est lui le plus vieux. 24 ans, c'est jeune pour être vieux, c'est peu pour être chef, c'est court pour savoir. Mais au fond, pas tant que ça, puisque dans le temps de maintenant, la vie ne dure pas. Pour nous, elle s'arrêtera demain, dans 3 jours, une semaine, ou peut-être dans un mois, si le miracle a lieu, celui dont Mordechai parle, le miracle des armes, de nous en attaquant, assaillant, combattant, celui des Allemands fuyant, perdant, celui des Allemands mourant. Il parle, Mordechai, et ces mots nous éclairent, car ce sont des mots simples et ce sont des mots forts. Il dit qu'on va se battre sans aide, presque sans armes, que bien sûr nous perdrons, mais sauverons notre honneur. Il dit qu'on va mourir, mais qu'on mourra vivant. Tous le sentent, tous le savent. Notre lutte est sans espoir. Mais quand Mordechai parle, il tue le désespoir. Cette couverture est une affiche, elle est très très belle. Oui. La deuxième? Oui. Ah, trop belle. Quel est l'illustrateur? C'est François Roca. Ah oui. Ouais, c'est magnifique. Parce qu'il y a une seule photo de Mordechai et à partir de ça, bon. Et nous avions aussi, pendant la rencontre, parlé de voyage et j'avais évoqué Israël. Et un jeune garçon m'avait dit alors, en Israël, parce que je disais que j'allais là en vacances, il y a la guerre. Et j'avais dit non, il y a la plage. Et il m'a dit mais non, madame, il y a la guerre. Je l'ai vu sur Al Jazeera. Alors, je lui ai conseillé de changer de chaîne. Et puis, bon, on a parlé d'autre chose. Oui, je lui ai dit. Et à la fin de la rencontre, il est venu vers moi, il a dit « Trop fort, Mordechai! Dès que je rentre à la maison, je dis à mon père d'aller m'acheter de livres. » Et je me suis dit, le papa téléspectateur de Al Jazeera a dû être très très content du conseil. Ce livre est paru chez Actes Sud Junior et il y a eu 2 couvertures, hein, c'est pour ça que je vous ai mis les 2. La typographie est aussi belle que le dessin. Ouais, non, la deuxième, elle est superbe. Mais pour la première, j'ai eu une discussion houleuse avec la personne chargée de concevoir la première couverture, qui est de toute façon très vilaine, mais à cause de la manière dont ils l'ont fait. Elle m'avait proposé un mur qui ressemblait à n'importe quel mur. Alors je lui dis, mais justement ça ressemble à n'importe quel mur, ça ne va pas. Elle me dit, ah mais non, au contraire, c'est tout à fait ce qu'on veut, c'est universel. Alors je lui dis, ah non, pas du tout, il faut un mur juif, hein, pas de mur universel. Et je veux un mur de ghetto. Il faut pas tout mélanger. Et c'est un livre sur la Shoah. Et elle s'est vraiment fâchée. Elle est toujours fâchée d'ailleurs avec moi. Mais moi aussi je me suis fâchée d'ailleurs. Mais j'ai eu gain de cause. Son mur passe-partout a disparu. Pourtant, je crois profondément que la Shoah appartient à l'histoire de l'humanité, que c'est un drame humain qui doit être connu et partagé par tous. Mais il ne faut pas lui enlever sa spécificité, sa singularité, sa particularité. Car alors, on la minimise, on la banalise et on lui dénie son caractère unique. Et les victimes tombent dans l'oubli. Dans Le Sceau de l'Ange, j'ai voulu écrire une biographie romancée de Anna Senesh, jeune juive hongroise émigrée en Palestine, poétesse, devenue parachutiste et résistante et qui finira fusillée à 23 ans en Hongrie. Ce que d'ailleurs certains lecteurs me reprochent et n'acceptent pas. Pourquoi, madame, vous l'avez fait mourir? Alors j'ai beau essayer, leur dire que c'est une histoire vraie, une biographie, n'empêche, ils m'en veulent. Hein. J'ai décidé de la voix de son journal en m'inspirant de celui qu'elle avait longtemps tenu et aussi de tous les ouvrages
lettres, témoignages que j'ai pu trouver. Et là aussi, son héroïsme et son caractère passionné touchent les jeunes. Alors, tout petit bout. Tu es gâté avec les couvertures. Comment? Tu es gâté avec les couvertures. Oui, celle-là, elle est belle aussi. Ouais. Et maintenant, c'est le tour d'Anna. Au-dessous d'elle, la nuit est noire et elle distingue à peine les feux de reconnaissance des partisans et les arbres enneigés. Mon Dieu, comme ça fait peur de sauter dans le noir, le froid, l'inconnu, au milieu d'ennemis et de mille dangers. Comme ça fait peur, la guerre en bas. Mais c'est son choix, c'est ce qu'elle voulait et elle va le faire. Parce que pas loin, il y a la frontière, la Hongrie, sa mère et tous les Juifs qui l'attendent pour qu'elle vienne les sauver. Alors elle respire un grand coup et lève la tête vers le ciel pour une prière. Est-ce qu'il la voit, son père? Est-ce qu'il est fier? Et puis elle saute. Bien entendu, j'ai été attirée irrésistiblement vers Anna Senesh parce qu'elle adorait son père. Et puis c'est l'occasion de faire connaître ses poèmes aussi. Ce livre-là m'a permis de faire connaître ses poèmes qui ne sont pas du tout connus en France, en particulier Eli Eli, qui est très souvent chanté lors des commémorations sur la Shoah, parce que ça a été mis en musique de manière admirable. Donc je pense que vous lisez tous couramment l'hébreu, que j'ai mis à la droite de l'écran. Il y a aussi la transcription phonétique au milieu, et puis les paroles, traduction en français. Et je ne vais pas chanter, malgré la demande enthousiaste de mon public, je vais vous faire écouter Chaval Bershane. Désolée, je viens de commettre un crime. Je l'ai arrêté. Je ne vous ai pas mis le partisan de Léonard Cohen tout à l'heure, j'aurais pu. Et chaque fois que je fais entendre ce morceau à des jeunes qui ont lu le livre ou qui vont le lire, je me dis que par la beauté des mots et de la mélodie, par l'histoire ardente de Anna, quelque chose de précieux et d'inoubliable passe. Il m'arrive maintenant, bien sûr, d'être découragée, même désespérée, quand un énième élève me demande pourquoi c'est les Juifs qui ont tout l'argent, et que je fouille mes poches pour lui montrer que, ben non. Quand d'autres, et même des enseignants d'ailleurs parfois, me demandent pourquoi les Israéliens sont des nazis, j'en passais des meilleurs. Et c'est toujours lors de rencontres, ou à la fin de rencontres, où j'ai l'impression que les élèves avaient vraiment été touchés par mon livre. Et dans ces cas-là, je me dis que ça ne sert à rien, en fait. Alors peut-être que, ben, oui, ils ont été touchés, mais pas toute la classe, ou peut-être pas assez profondément pour faire voler en éclats des préjugés tenaces, ou pour déraciner un antisémitisme bien ancré. Ça a été particulièrement le cas lors de mes rencontres autour de Yankov, d'où je ressortais parfois accablée. Parce que c'est comme il était sélectionné pour un prix, en fait on m'invitait parce que mon livre était dans le prix et pas parce que les profs avaient voulu inviter un auteur qui écrivait sur la Shoah. Alors bon, peut-être parce que les classes n'étaient pas suffisamment préparées, mais pourquoi devoir les préparer à ne pas être antisémites? Pourquoi il y aurait besoin d'une préparation? J'ai réalisé que l'antisémitisme n'était plus une opinion minoritaire et vaguement honteuse, mais qu'au contraire, j'avais droit de citer et que, en fait, c'était même
plutôt admirée par certains élèves. Ça avait la cote. Un élève qui osait me parler comme ça, et Dieu sait, ça m'est arrivé souvent. Ben les autres n'étaient pas choqués. Et leur regardaient, oh, quand même, elle a osé. Pourtant, et certains professeurs se justifiaient, oh, mais ça, c'est rien par rapport à ce qu'ils disaient avant. Bon, d'accord. Donc, ce qu'ils avaient dans la tête, c'était encore pire. Ils semblaient trouver, les professeurs, que les progrès étaient suffisants et les énormités proférées acceptables. Tout est relatif. Pendant tous ces mois-là, j'ai aussi entre l'impression d'avoir fait œuvre non seulement belle mais utile, et également la peur de ne servir à rien, que ma lutte soit vaine, perdue d'avance, et que mes mots se soient envolés. Et pourtant, Yankov a gagné le prix des Incorruptibles, et c'est d'ailleurs Elisabeth qui me l'a remis, un des moments les plus émouvants de ma carrière. Et j'ai eu le sentiment que c'était mon personnage et tous les enfants dont je parlais qui avaient gagné. Alors oui, peut-être que j'avais quand même réussi à transmettre quelque chose d'important et de vrai. Il y a quelques années, Yael Hassan, auteur et ami, m'a envoyé le début d'un roman intitulé « L'ombre ». C'était l'histoire d'un adolescent qui vient d'emménager dans un nouvel appartement et se retrouve devant l'ombre d'une fille. Yael n'arrivait pas à le continuer car elle ne savait pas qui était cette ombre. Et elle m'a dit, bah, vas-y, fais la suite, c'est toi l'ombre. Et elle voulait qu'il y ait deux voix, c'est une double narration. Et j'ai tout de suite su qui c'était. Et c'est là aussi quelque chose d'un petit peu miraculeux qui s'est trouvé. Elle m'a proposé ce sujet et immédiatement m'est venue l'idée que l'ombre était une fille juive qui habitait dans cet appartement pendant la guerre. Elle était morte en déportation et elle attendait que quelqu'un de son âge vienne vivre là et se souvienne qu'elle avait existé. Et j'ai situé l'adresse au 88 rue de Charenton où habitait la plus grande partie de la famille de mon père, dont ses cousins qui ont été déportés, qui sont morts en déportation. Et j'ai utilisé leurs prénoms, Léon et Sylvain, que j'ai transformé en Sylvia, vu que Yael m'avait imposé un personnage féminin. Et leur nom de famille, Blumenfeld, pour qu'on se souvienne qu'ils avaient existé. Et ce texte est d'abord paru dans un magazine pour préados qui s'appelle Je bouquine. Et la rédaction a reçu tellement de courriers de jeunes lecteurs émus qu'ils ont décidé de le faire paraître en livre. Et un jour, il a été choisi pour la finale d'un concours à voix haute dans le sud de la France. J'avais été invitée pour la finale. Et les enfants pouvaient prendre n'importe quel passage dans le livre, mais la plupart ont choisi la fin, quand Tom, le héros, la classe de Tom assiste à la pose d'une plaque à son école en mémoire des enfants de l'école déportés. Et je vais vous lire... Je rentre dans la... Donc là, je fais la partie de Sylvia. Je rentre dans la classe comme si c'était toujours mon école, comme si plus de 60 ans ne s'étaient pas écoulés. Le professeur parle et je l'écoute, étonnée, parce que 60 ans se sont écoulés, qu'on se souvient, se soucie encore de nous. Parce que 60 ans se sont écoulés, qu'on se souvient, se soucie enfin de nous. Il mentionne les camps et je descends du train. Je sens la fumée, je vois les flammes. Papa est emmené loin de nous et son dos pleure. Maman me tient la main et Léon cache ses yeux pour que ça n'existe pas. Pardon. Moi, je dresse la tête, je veux être belle, être forte, être vivante jusqu'à la fin, qui fond sur moi et me couche à terre en m'étouffant lentement. Pourquoi, maman, pourquoi? Il dit assassiné, je traduis gazé. Il parle de mémoire. Comment oublier? Il explique né juif et je rajoute mort juif. Mal de tous ces mots pourtant nécessaires, ces mots qui disent enfin l'indicible. Et puis l'idée non, des visages me sautent soudain à la mémoire. Le beau Louis aux yeux bleus qui ne me regardait pas. Fanny Lapin-Beige qui ne regardait que lui. Et puis mon nom. Et Tom qui se dresse comme possédé et qui me revendique. Prends, Tom, prends mon nom. Il est pour toi. Et donc cette lecture-là, une fois, 2 fois, 10 fois, tout le monde avait les larmes aux yeux. Et j'ai eu l'impression, je ne crois pas du tout aux fantômes, mais j'ai eu l'impression que les cousins de mon père étaient là. Voilà. C'est la seule fois. Pardon. Je n'ai pas eu le temps de vous parler, je n'aurai pas le temps de vous parler d'un autre de mes romans qui est plus un roman pour adultes, qui se situe à cette époque, quand elle sera reine, ni non plus de mes autres livres qui ne parlent pas de la Shoah, et pourtant. Tous, parmi la quarantaine d'ouvrages que j'ai publiés, racontent d'une manière ou d'une autre cette histoire-là, histoire cachée et qui veut inlassablement être racontée.
Je citerai juste l'Amicale des sans-amis, qui, comme son nom l'indique, parle des enfants qui n'ont personne avec qui jouer. En relisant certains passages après coup, j'ai réalisé que ma description pouvait pas parfaitement coller à celle des petits-enfants étoiles, ce dont je ne m'étais pas rendu compte en l'écrivant. Peut-être que j'ai une maladie, la maladie du tout seul. Pourtant, je me trouve bonne mine. Je n'ai ni boutons, ni bubons, ni poux, ni puces, ni pustules. Pas de bobos qui saignent, pas de croûtes croustillantes, pas de morphes qui coulent. Je ne tousse pas, je ne tremble pas, je ne bave pas. N'empêche, les autres enfants me traitent comme si j'étais contagieux, un pestiféré qui risque de les contaminer. Quand je m'approche, ils me tournent le dos. Quand je leur parle, ils ne répondent pas. Quand je leur souris, ils s'enfuient. Qu'est-ce qu'ils croient? Que la solitude, ça peut s'attraper? Que si on joue avec quelqu'un qui n'a pas d'amis, on perd les siens? Ils sont idiots. Ça ne marche pas du tout comme ça. La maladie du tout seul, ça ne se passe pas. On l'a ou on l'a pas. Quand on l'a, c'est pour la vie. Quand on l'a pas, vive la vie. Comme l'a écrit un enfant de 10 ans, d'une classe que j'ai rencontrée il y a très peu de temps, pour expliquer pourquoi il avait aimé ce livre. Quand j'étais à la maternelle, mon seul ami, c'était l'arbre de la cour. Et ça lui a sûrement fait du bien de réaliser que, comme le dit Saul, mon héros, on n'est jamais tout seul à être tout seul. Alors oui, je pense que la transmission de la Shoah peut se faire grâce à la littérature jeunesse. Ou plutôt, une transmission, partielle, modifiée, indirecte, difficile à évaluer. Il faut rester humble et réaliste. On ne transmet pas tout, on ne transmet pas toujours bien, pas forcément ce qu'on croyait avoir mis, pas nécessairement ce qu'on voulait faire passer. Cependant, je veux croire que quelque chose d'essentiel passe de l'auteur au lecteur, filtré, interprété, approprié, j'espère, jamais oublié. Et ce qui passe le mieux, ce qui passe toujours, c'est la sincérité, l'émotion partagée, notre humanité commune, ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble. Quand j'étais enseignante, j'ai presque fini. Quand j'étais enseignante, une de mes petites élèves est venue me trouver à la fin d'un cours et m'a demandé « Est-ce que vous avez regardé le film Au revoir les enfants » qui était passé la veille à la télévision. Elle me dit « Parce que moi, je l'ai regardé avec ma mère et on a pleuré, madame. » Elle sort de la classe. 2 minutes après, elle revient en courant. Elle me dit « Madame, Fatima, elle m'a dit « Mais pourquoi t'as pleuré? C'est des juifs. » Hein, madame, qu'on a le droit de pleurer même si on est musulman? Alors je lui dis bah, est-ce que t'es un être humain, toi? Elle me dit oui. Je dis, et les juifs, c'est des êtres humains? Elle me dit oui. Je dis bah alors, t'as le droit de pleurer. Et quand on me demande, moi, pourquoi j'écris tant sur la Shoah, je réponds que c'est parce que c'est l'histoire de ma famille, de mon peuple, mais pas que. C'est aussi une histoire humaine. Et je l'écris également en tant qu'être humain. Et mes lecteurs la reçoivent ainsi. Ils s'identifient à des enfants juifs, des enfants comme eux, des enfants, tout simplement. Et je ne peux qu'espérer qu'ils n'oublieront jamais que le temps d'une lecture, ils ont été, eux aussi, des petits enfants étoiles. Et je termine avec la plus belle phrase qu'on m'a dit, la plus belle question qu'on m'a posée de toutes les rencontres que j'ai faites depuis des dizaines d'années. C'est un élève d'Ulysse. Les Ulysses, c'est les enfants qui sont atteints de troubles cognitifs. Et il m'a demandé l'autre jour, est-ce qu'on vous voit dans le livre caché, mais sans vous voir? Ah, j'aurais bien voulu l'inventer. Donc oui, je lui ai dit oui, mais pas que moi. On voit la famille de mon père, mon peuple, mais pas que. C'est d'ailleurs ce que je lui ai répondu en fait. Je lui ai dit, et toi, est-ce que tu te vois caché dans mon livre? Et je vous demande, et vous?